Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je vous propose de commencer ce conseil du 14 avril et je vous demanderai d'excuser Guy Milcan et Joseph Jouan. Avant d'entamer les débats, je souhaite au nom du conseil communal un bon anniversaire à notre président du CPAS. Et pour son anniversaire, on va essayer d'avoir fini avant minuit. On s'y engage, je pense, collectivement. Donc, pour aller fêter ça sûrement après. Donc voilà. Point 1, politique communale. Tout le monde est invité. Point 1, politique communale de l'emploi, communication. Et donc là, nous entendons une communication de l'emploi, Frédéric Bottin. Merci, Monsieur le Président. Après l'intervention au dernier conseil de Madame Pearson et les communications Internet de son groupe qui ont suivi, je pense qu'il est important de pouvoir rassurer les Sinassiens demandeurs d'emploi. Et l'actualité de ce jour, avec les différents titres dans les JT annonçant un peu plus de 100 000 chômeurs supplémentaires rapidement et pas mal de dossiers qui vont revenir au niveau des CPS. Et d'ailleurs, RTL TV avait choisi le CPS de Ciné pour illustrer ce sujet, rend encore plus pertinente, je pense, cette communication. Puisque, faut-il le dire, plus que jamais, l'emploi est une priorité de cette mandature pour le collège. Alors, contrairement à ce qui a été dit, cela figure de façon claire dans notre note de politique générale. Je voudrais l'illustrer par deux propos issus de la note de politique générale. Le premier, nous sommes attentifs à ce que le plus grand nombre d'emplois possibles soient créés sur ce site de 50 hectares, en parlant de Chondrolis, et je reviendrai évidemment sur cet élément. Le deuxième, notre souhait est qu'un maximum de Sinassiens et de Sinassiennes trouvent à s'épanouir personnellement dans nos murs pour contribuer ainsi à la prospérité générale. Je crois que ça indique bien que donc la remise à l'emploi, le taux d'emploi sont des valeurs qui nous sont chères. Vous avez cité des chiffres indiquant que Ciné était en retard par rapport à certaines communes voisines. Mais en fait, ces chiffres, ce sont les vôtres, ce sont ceux de la mandature précédente, où certes vous n'étiez pas échevine de l'emploi puisque la compétence était portée par l'échevin Gaspard, mais vous y contribuez à travers le commerce et l'ADL que vous aviez dans vos attributions. Et effectivement, les chiffres à ce niveau peuvent, je pense, être améliorés. Pour faire un petit rappel, le taux de chômage administratif des 15-64 ans à Ciné est actuellement de 11,3%. Il était en 2022 de 10,2% et en 2018 de 10,4%. La situation s'est donc légèrement détériorée en matière de pourcentage de 2018 à 2024. La moyenne de notre cluster, vous savez qu'on est comparé avec d'autres communes de taille équivalente et de situation économique plus ou moins équivalente, Bastogne, Ciné, Dinan, Auguin, Anuges, Dogne, Libramont, Malmedy, Spa et Virton, est de 9,9%. Donc nous sommes effectivement avec un taux de chômage administratif plus important, heureusement inférieur à celui de la Wallonie, qui est de l'ordre de 14%, même si les chiffres sont parfois difficiles à voir de façon précise, compte tenu de la façon dont on les calcule. La situation est d'autant plus, on peut dire, inquiétante, ou en tout cas nécessite encore plus notre attention, quand on analyse que les 15-24 ans ont un taux de chômage qui est actuellement de 23,9% et qui a peu changé au cours de cette mandature au niveau de notre commune. Il était de 24,5 en 2018 et de 23,5 en 2022. Alors en fait, pour améliorer la situation lors de la mandature précédente, le collège avait prévu 8 actions dans le plan de l'ADL, plan qui n'est toujours pas terminé puisque l'ADL travaille actuellement sur sa prochaine programmation en prévoyant de nouvelles actions qui vont être déposées à la région wallonne. Et j'ai donc demandé le bilan de ce qui avait été fait et sur les actions prévues, qui étaient au nombre de 8, une a été mise en œuvre, les 7 autres pas encore. Ces actions s'inscrivent donc forcément dans une démarche globale qui est une des missions de l'ADL. Ça nécessitera évidemment qu'elles soient reprises, amplifiées, puisqu'elles n'ont pas été mises en avant. Actuellement, que fait le collège en matière d'emploi ? Comme je vous l'ai dit, on travaille
d'arrache-pied avec l'ADL pour inclure certaines mesures qui n'ont pas été mises en œuvre et en imaginer de nouvelles pour cette nouvelle programmation. Et nous avons déjà mis en œuvre différentes actions concrètes sans attendre ce nouveau plan. Le premier, c'est que nous avons rencontré la Mirena en vue de systématiser un travail lors d'implantation importante d'un nouvel acteur économique. Et le premier dossier sur lequel nous travaillons, c'est un fast-food, vous l'avez entendu, qui va s'installer à Ciney, qui demande de la main-d'œuvre peu qualifiée. Et donc l'agence de développement local est actuellement en relation avec la Mirena et cette société qui s'implantera sur le territoire en vue de recruter une trentaine de collaborateurs dans les mois à venir. Et donc le recrutement se fera essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, au niveau local, avec donc une priorité donnée aux candidatures cinassiennes. Cette initiative visera à renforcer l'employabilité locale et à soutenir l'économie de notre commune. Et donc, nous attendons tout prochainement la désignation du nouveau gérant ou responsable de ce fast-food pour commencer activement la collaboration. Le deuxième exemple, c'est dans le cadre de la mise en œuvre par le BEP du zoning Condrolis. La ville de Ciney, là aussi, en collaboration avec les services du BEP, travaille à identifier les personnes qui ont fait un acte de candidature pour s'installer sur Condrolis. Et le critère que nous avons demandé de prendre en considération, c'est le critère emploi, avec un minimum de 15 emplois par hectare nécessaires pour toute entreprise qui souhaite s'y installer, en ayant des solutions alternatives pour des PME locales qui ne pourraient pas remplir donc 15 emplois à l'hectare, en ayant des solutions alternatives pour des PME qui ne rempliraient pas ce critère emploi, en créant de nouvelles façons d'urbaniser un zoning, par exemple, en créant des blocs avec une mitoyenneté organisée. Et donc ce critère vise évidemment également à améliorer la situation, d'autant plus que, et c'est déjà le cas depuis un certain temps, le président du BEP Expa, à côté de moi, Jean-Marie vous l'expliquerait encore mieux que moi, le BEP prévoit, et j'ai demandé expressément que le directeur général m'envoie même les détails de ces modalités, dans tous les actes de vente, une clause disant que l'acquéreur s'engage à employer dans le même délai un niveau d'emploi d'au moins X équivalent temps plein, puisqu'il y a un engagement qui doit être pris au moment de la vente du terrain, et veillera à recruter le personnel de l'entreprise de préférence et à compétences égales dans la région. Et donc, ces emplois devront s'exercer sur le site ou, à tout le moins, y être rattachés. Donc, là aussi, nous avons une approche visant clairement à se servir de notre développement économique pour optimaliser la situation de l'emploi de notre commune. Enfin, un troisième exemple, c'est évidemment le travail important d'insertion socio-professionnelle qui est fait par le CPAS. À titre d'exemple, depuis le 1er janvier 2025, en 3 mois, 36 suivis pour insérer socio-professionnellement une personne ont été initiés, 33 suivis spécifiquement pour l'emploi, 9 pour une formation, 35 personnes ont été mises en formation et cela a déjà permis de remettre 6 personnes à l'emploi, sans compter les articles 60 qui sont au nombre de 19 depuis le début de cette année. C'est évidemment ce service d'insertion socio-professionnelle, un service qui va être amené à avoir beaucoup de boulot au niveau du CPS et qui retiendra au niveau du collège toute notre attention pour remettre un maximum de personnes à l'emploi. Voilà, mesdames, messieurs du Conseil, je pense que c'est important de tout d'abord expliquer ce qu'il en était et démentir que le collège se soucierait peu de l'emploi et que du contraire, l'objectif est clairement d'améliorer la situation, même si le challenge est difficile compte tenu de la situation en matière d'exclusion ou en tout cas de modification des règles au niveau du chômage. Je vous remercie. Merci Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Anne, d'autres questions? Anne, on t'écoute. Alors, merci à l'échevin de l'emploi
pour toutes ces explications. Je vois que ça vous a fait réagir. C'est très bien parce que vous êtes beaucoup plus loquace aujourd'hui que le mois dernier par rapport justement à la politique de l'emploi. Moi, dans la déclaration, j'avais juste trouvé 2 petites lignes. Vous les avez citées. On va créer 4 ou 5 petites lignes. Et on parlait de souhaits. On ne parlait pas non plus d'actions concrètes. Et donc, je trouve que c'est important là d'entendre concrètement ce que le collège envisage de faire. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le passé par rapport à l'ADL et les 8 actions. Donc, l'ADL a énormément travaillé sous la précédente législature au niveau commerce. La principale de ces actions, c'était travailler au niveau commerce. L'ADL a beaucoup moins travaillé au niveau emploi. Vous l'avez cité, c'était la compétence d'un échevin qui n'est pas là aujourd'hui, d'un ancien échevin qui n'est pas là aujourd'hui. Il y avait aussi le développement économique, la compétence du bourgmestre. L'ADL a moins travaillé, beaucoup moins aussi sur cette compétence-là. Je voulais simplement remettre l'église au milieu du village à ce niveau-là. Alors, par rapport au BEP, vous avez répété ce que Jean-Marie Schaeffer avait déjà parfaitement expliqué l'autre fois. Juste 2-3 jours après le conseil communal, je ne sais pas, je vous l'ai photocopié, je vous le donnerai. Justement, la commune de Jeudine organisait un job day spécial Oreca, donc la petite commune de Jeudine, avec le CPAS, avec je pense aussi les 2 communes avoisinantes. Et l'objectif justement, c'était de faire venir tous les employeurs Oreca, puisque là il y a une forte concentration d'Oreca, et de faire appel à tous les demandeurs d'emploi du coin. Et donc, je trouve que c'est le genre d'initiative qui n'est pas super compliqué à mettre en œuvre, mais qui a du sens. Voilà. Et alors, pour revenir encore avec quelques chiffres, j'ai fait l'exercice, parce que je me doutais bien de la nature de votre intervention, donc je suis allée vite sur le site de Ronvaux cet après-midi. Rien que sur le mois de mars, ils ont 9 offres d'emploi toujours qui sont postées pour depuis le 1er mars. Et alors, si on va sur le site du Forem, il y a 191 offres d'emploi actuellement sur Ciné. Donc, tout ça pour dire que, après, il y en a quelques-unes qui sont périmées, j'ai vu, mais sinon, tout ça pour dire qu'il y a vraiment quand même des demandes sur Ciné et qu'essayer de mettre un maximum en lien les demandeurs d'emploi et les employeurs, voilà, ça a du sens. Et par rapport au CPAS, je sais qu'il y a une politique de remise à l'emploi des personnes qui ont décroché du marché du travail et qui est en cours depuis longtemps, et on ne peut féliciter que le CPAS et l'inviter évidemment à continuer dans ce sens-là et à renforcer même ces actions-là, puisqu'on sait qu'à l'avenir on aura sans doute davantage besoin de ce type de démarche. Merci. Merci Anne, merci Frédéric. C'était une communication. Je vous propose de passer au point 2, séance publique du 17 mars 2025, procès verbal approbation. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, je vous remercie. Point 3, zone de secours d'INAFI, dotation communale 2025, arrêté d'approbation du gouverneur de la province de Namur. Ici, on vous communique seulement, entre guillemets, une bonne nouvelle, c'est le fait que le gouverneur de notre province a approuvé la délibération du conseil communal du 17 mars qui fixait la dotation communale à la zone de secours d'INAFI d'un montant de 676 000 €, 32,80 €. Donc c'est une communication, c'est une bonne nouvelle. Point 4, question orale. Est-ce qu'il y a des questions? Aline, Laurence? Aline? C'est à propos de l'arsenal des pompiers et son déménagement. Laurence? Eh bien, moi, ce sera une question à propos de l'utilisation de BiAlert sur notre commune. Oui, merci. D'autres questions? Je vous remercie. Point 5, ASBL, Cinéférique, création, approbation, statut, approbation, assemblée générale, représentant, désignation, décision à prendre, conseil d'administration, représentant, proposition, décision à prendre. C'est un fameux titre. Donc voilà, nous avons souhaité au niveau du collège communal, et on ne s'en était pas caché lors de la campagne électorale, on a souhaité créer une ASBL destinée à organiser les fêtes de fin d'année et notamment les féeries du parc, puisque c'est un sujet qui fait
fait couler beaucoup d'encre. Et donc on a bien entendu le souhait de toutes les personnes autour de la table d'avoir plus de transparence. Et donc nous avons contacté un bureau d'avocats que je remercie d'ailleurs pour le travail effectué, le cabinet d'avocats Solis, et notamment Maître Dassy et Maître Arnould pour le travail qu'elles ont effectué. Et donc aujourd'hui, nous vous proposons des statuts pour la création de cette ASBL d'ouverture, ASBL où on a essayé d'intégrer des Synassiens en plus des 5 administrateurs habituels liés à des ASBL communales. Et donc, je ne vais vraiment pas être très long puisque on a déjà eu l'occasion d'en parler en commission. Les statuts que vous avez devant les yeux, on vous demande juste il y a une petite modification qu'on vous souhaiterait apporter, c'est à l'article 3 au niveau du siège. On voudrait barrer tant en Belgique qu'à l'étranger. Donc c'était une demande de François et donc on l'a bien entendu, on vous propose de la barrer en séance. Alors l'ASBL cinéphérique, je vais le faire comme ça. Donc au niveau des buts et activités comme tout ASBL au niveau de ses statuts, le but des intéressés c'est la promotion de ciné et l'épanouissement de la population durant les fêtes. En termes d'activité, c'est l'organisation de tout événement visant à atteindre son but et notamment le marché de Noël, les féeries du parc. Donc une ASBL est composée de membres effectifs et de membres adhérents. Et au niveau des statuts, nous vous proposons de mettre comme membres effectifs les 25 membres du conseil communal, c'est-à-dire vous, d'y ajouter 5 membres externes qui ne font pas partie du conseil communal, mais qui sont désignés par le conseil communal en respectant le clivage majorité-opposition. Et également, nous souhaitons l'ouvrir à 4 membres effectifs, des représentants, un qui représenterait l'ASBL Comité des Fêtes, fondatrice de l'événement, un qui représenterait les commerçants synassiens, un autre qui représenterait les exposants synassiens au niveau artisanat, et un autre enfin qui représenterait les exposants synassiens au niveau de l'ORECA. Tout cela serait mis en place par le futur conseil d'administration qui lancerait un appel à candidature pour susciter des candidatures et espérer trouver des gens qui ont envie de s'investir au niveau de cette ASBL. L'ASBL qui serait également composée de membres adhérents avec un quota qu'on a fixé de manière arbitraire, je vous l'avoue, à une vingtaine de personnes qui, elles aussi, poseront leur candidature. Donc l'Assemblée générale, elle serait composée de tous les membres effectifs que je viens de vous énumérer, également des membres adhérents qui souhaiteraient rejoindre l'ASBL, mais qui n'auraient pas le droit de vote, puisque légalement, ils ne peuvent pas avoir le droit de vote, et également 2 personnes invitées. Si l'ASBL juge qu'à un moment donné, au niveau de son Assemblée générale, c'est intéressant de convier quelqu'un, elle pourrait le faire. Les pouvoirs de l'Assemblée générale sont ceux qui sont habituellement attribués à une Assemblée générale, c'est-à-dire l'approbation des comptes, le vote du budget et la nomination-révocation des administrateurs. Les délibérations se prendraient à la majorité simple, sauf exception, notamment pour des modifications statutaires, comme le comité des fêtes vient de le faire il y a quelques jours, avec une fréquence, une obligation de réunion au minimum une fois par année dans le premier semestre pour approuver les comptes de l'exercice précédent. Au niveau de l'OA, l'organe d'administration, le conseil d'administration serait composé par 5 administrateurs qu'on va dans quelques minutes proposer à la future Assemblée générale, qui se réunira prochainement, également de maximum 4 représentants, comme je viens de les énumérer. Je dis pourquoi maximum, parce qu'on a prévu dans les statuts que si une des 4 factions n'envoyait pas de candidat ou ne proposait pas de candidat, on ne la remplaçait pas par quelqu'un d'autre et on laissait le poste vacant jusqu'à ce que quelqu'un se manifeste. Ce sont des mandats de 6 ans renouvelables avec une fin automatique lors de l'Assemblée générale qui suit les élections, et il en est de même pour toutes les ASBL communales. En ce qui concerne les pouvoirs de l'organe d'administration, ce sont tous ceux qui ne sont pas exercés, réservés à l'Assemblée générale. Et enfin, en ce qui concerne la gestion et la représentation, il y aura donc un conseil d'administration qui exercera un pouvoir collégial avec une majorité simple. Il y aura la possibilité, et c'est souvent le cas, d'une délégation à la gestion journalière avec des actes quotidiens qui ne pourront pas dépasser 1 000 €. 1 000 € est également un montant arbitraire qu'on vous propose. Et au niveau de la représentation, toutes les signatures, tout ce qui est contrat, ça sera la signature de la présidente ou du président ainsi que ou du vice-président ou enfin du délégué à la gestion journalière.
Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire de manière très sommaire sur cette ASBL. Et donc, si vous avez des questions ou des remarques avant de passer au vote, passer à la proposition des candidats, nous sommes toutes oui. Olivier. Et puis François. Merci Monsieur le Président. Donc voilà, je souhaitais exprimer devant vous le point de vue de notre groupe, sans prendre trop de temps pour ne pas perturber l'anniversaire de la présidente du CPAF. Donc voilà, nous souhaitons saluer aujourd'hui la création de l'ASBL Cinef et Eric, dont l'objectif est d'apporter davantage de clarté et de transparence dans la gestion des ferries du parc. Cet événement que nous apprécions toutes et tous pour sa dimension conviviale et fédératrice est devenu au fil du temps un rendez-vous incontournable pour notre ville. Mais son importance ne justifie pas pour autant une gestion opaque. Depuis plusieurs années, les frais engagés dans ce cadre sont restés flous, parfois difficiles à retracer et souvent en décalage avec les montants officiellement communiqués. Nous avons à plusieurs reprises attiré l'attention sur ce manque de lisibilité. Cela ne relève ni de la mauvaise volonté, ni d'un esprit de contradiction systématique. Notre démarche s'inscrit dans une logique de gestion responsable des deniers publics. C'est donc dans cet esprit que nous avons soutenu l'idée de créer une structure dédiée, plus lisible, plus traçable, plus contrôlable. Il faut également rappeler que jusqu'à présent, les moyens communaux engagés dans cet événement, qu'il s'agisse de budget ou d'heures prestées par le personnel communal, ont toujours été très importants, sans générer la moindre rentrée pour les finances de la ville. Nous espérons que cette ASBL permettra de revoir cette logique en instaurant une gestion plus équilibrée et moins coûteuse pour les finances communales, tout en préservant l'esprit convivial, populaire et accessible qui fait le succès de ces festivités auprès des Cinassiens. Alors bien sûr, cette ASBL ne sera pas une solution miracle. La transparence ne s'improvise pas, elle se construit dans la durée par une gouvernance claire, des comptes accessibles, des processus rigoureux et un véritable suivi démocratique. Nous resterons dès lors attentifs au fonctionnement concret de cette structure, à ses choix, à ses rapports d'activité et surtout à sa capacité à garantir une gestion saine. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense. Nous voterons donc pour la création de cette ASBL avec cohérence et conviction car nous pensons qu'elle va dans le bon sens. Cette position s'inscrit dans la continuité de ce que nous défendons depuis le début de cette législature, une opposition vigilante mais constructive, j'insiste sur le terme, une opposition qui questionne, qui propose et qui soutient à chaque fois que cela est utile à l'intérêt général. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Didion, pour votre concision légendaire. François ? Oui, merci. Je rejoins un peu les propos de mon voisin. C'est effectivement une bonne nouvelle de voir apparaître aujourd'hui la proposition de cette nouvelle ASBL pour permettre effectivement la pérennité de l'événement que nous soutenons tous, les ferries du parc, et que nous souhaitons voir perdurer sur le long terme. On avait tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises, d'abord ici au conseil communal, et puis voyant que ça ne bouge pas, notre groupe a déposé effectivement un dossier à la tutelle, à l'administration de tutelle, pour que les choses puissent bouger un petit peu. Ça, c'était en mars 2023. Un an après, toujours rien, donc on a redéposé un deuxième dossier plus récemment, donc début mars 2025, pour que la tutelle se saisisse vraiment de la question. La question, c'était quoi? C'était simplement de vérifier que les deniers publics, donc l'argent de tous les citoyens de Ciney, qui sont reversés à la commune via les taxes classiques, impôts aux personnes physiques, etc., et qui servent à faire fonctionner une ville, donc ça c'est tout à fait normal, mais que ces deniers publics soient utilisés de manière transparente et que chacun puisse avoir un droit de regard sur l'utilisation de ces deniers publics. Force est de constater que ce n'était pas tout à fait le cas jusque maintenant, qu'il y avait de grosses lacunes dans la transparence par rapport à l'organisation de l'événement, par rapport à l'utilisation qui était faite de ces deniers publics. Et donc, grâce à cette pression que nous avons dû mettre par l'extérieur, puisque de l'intérieur, ça ne bougeait pas beaucoup, on se réjouit que finalement, on mette en place cette structure, et donc on soutiendra évidemment. Et je remercie d'ailleurs l'organisation de la commission qui nous a permis de poser toutes les questions techniques aux avocates la semaine dernière. C'était tout à fait utile. C'était très bien.
on considère que c'est un premier pas, donc cette structure c'est très bien, c'est un premier pas vers la transparence, vers plus de transparence et pour permettre la pérennité de l'événement. Je dis que c'est un premier pas parce que le code de la démocratie locale impose toute une série de choses qui n'étaient pas respectées jusque maintenant, dont le passage d'une convention entre la ville et les différents acteurs qui organisent cet événement. Donc maintenant, la convention devra, j'imagine, être passée entre la ville de Ciney, le comité des fêtes et cette nouvelle ASBL cinéphérique pour bien clarifier quels sont les rôles de chacun dans l'organisation de l'événement, quels sont les investissements de chacun en termes financiers, en termes humains, puisque comme on l'a dit, la commune met une grosse participation, et c'est pas forcément mal, hein, mais ça doit être transparent. Et je pense que les conventions qui vont suivre la mise en place de cette ASBL vont aussi nous éclairer et clarifier un peu les choses sur qui fait quoi et qui engage finalement l'argent des contribuables dans cet événement. Donc voilà, un premier pas qu'on salue, qu'on soutient, mais en attente de la suite, les conventions et de toute la transparence qui pourra être faite sur l'organisation de l'événement. Voilà. Merci François, merci Olivier. Merci pour le futur vote positif. Juste pour dire effectivement que le contrat de gestion ainsi qu'une convention tripartite, on les a bien prévus, hein, comme on a discuté, ça fait partie de la délibération, on a souhaité les mettre. Et donc effectivement, dès les prochains jours, on travaillera sur un contrat de gestion entre la ville de Ciney et cette ASBL cinéphérique, ainsi qu'une convention tripartite qui, comme tu l'as dit, fixera un peu les devoirs, obligations et droits de chacun pour essayer que l'événement perdure et soit le plus stable possible. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails et polémiquer. Il y a de quoi polémiquer, mais on va essayer d'aller très vite. Donc nous n'allons pas polémiquer. Et je vous propose d'abord, avant de désigner les personnes, de passer au vote alors sur la création des statuts de cette ASBL. Est-ce que vous souhaitez un vote ou pas? Non, unanimité. Je vous remercie. Et donc on peut alors désigner 5 membres qui vont rejoindre l'Assemblée générale. On les désigne, ces 5 membres. Ils s'ajouteront aux 25 conseillers communaux que nous sommes et donc ça portera à 30 le nombre de membres effectifs à l'Assemblée générale. Donc pour la majorité, il y aura Isabelle Cordy, David Vincent, Françoise Collignon, Pierre Poncin et pour l'opposition, Ce sera Hugues Pirlo. Hugues Pirlo, qui nous fera une belle vidéo dans 6 ans, j'espère. Je compte sur lui. Alors, tandis que pour le conseil d'administration, là, on propose, l'Assemblée générale de cette future ASBL validera les candidatures. Là, nous avons Fabrice Marion, Séverine Gueder, Cécile Clément, Frédéric Deville et un membre pour l'opposition. Hugues Pirlo. Hugues Pirlo. Cela donne donc un mandat d'observateur au groupe Écolo pour le conseil d'administration qui sera... Nous proposons France Mazet. France Mazet. Mazet. On a toujours dit Mazet. Oui, tu as dit Massaï, tu as dit Masset, mais t'as dit tout ce que mais c'est France Mazet, c'est pas grave. Pas grave. Pas de souci. Je m'y ferai jamais. Ok, et je pense qu'on a tout fait pour ce point-là. Je vous remercie. Point 6. Nouvelle voirie, zoning de lien, attribution d'une dénomination approbation. Je cède la parole à Frédéric Échin du patrimoine. Merci Monsieur le Président. Je suis très heureux de vous proposer d'attribuer comme nom à la nouvelle voirie, donc dans la zone d'activité économique de Lienne. Pour ceux qui l'ont vu, donc il y a une voirie qui a été supplémentaire, qui a été créée en vue d'installer des entreprises complémentaires. Évidemment, le nom que je vous propose, c'est la rue Antoine Humblé. Alors, je ne vais pas, parce que ce serait très long, refaire tout le parcours d'Antoine Humblé, mais quand même vous rappeler qu'il a à peu près exercé toutes les fonctions en politique. Il a démarré sa carrière sur notre commune à Serinchamps en 1952. Il a été conseiller communal, échevin, conseiller provincial, député permanent en charge de l'agriculture, des affaires économiques, président du BEP pendant plus de 10 ans. Donc vraiment une très belle carrière, à la fois dans le privé, puisque sa famille
pour ceux qui ne le connaîtraient plus, avait une société dans le bois qui était une des plus importantes du secteur. Et parallèlement à ça, il a mené donc une brillante carrière politique axée, comme vous l'avez bien compris, sur le développement économique de par ses fonctions BEP, l'agriculture. Et donc, cette voirie dans le zoning de Lienne portera donc son nom. C'était également un souhait de sa famille et de son fils Sébastien, plus particulièrement pour ceux qui le connaissent de Assès. Nous avons évidemment obtenu un avis positif de la Commission royale de toponymie et de dialectologie et je vous demande donc de voter positivement pour attribuer le nom de rue Antoine Humblé à cette voirie complémentaire de la zone d'activité économique de Lienne. Merci. Merci Frédéric. Avant de céder la parole à Jean-Marie, une petite précision, c'est que l'ancien collège avait déjà reçu la demande du fils et on avait marqué notre accord en disant qu'une prochaine voirie serait dédicacée au nom de ce monsieur. Donc voilà, c'est une continuité d'une décision antérieure. Jean-Marie ? Et une continuité d'une décision encore antérieure, puisque en 2012, cette demande avait déjà été faite et il n'a pas pu y être donné suite, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de nom à attribuer quant à une nouvelle voirie et que déjà à cette époque-là, on savait donc que le zoning Condrolis allait sortir de terre, tu faisais partie de ce collège entre 2012 et 2018 et qu'on préférait attendre de pouvoir dénommer une voirie du zoning Condrolis. Pourquoi ? Parce que, comme l'a rappelé Frédéric, Antoine Humblé, malgré toutes ses casquettes, a été président notamment du bureau économique de la province de Namur. Voilà, et je vous en remercie au nom de sa famille. Merci Jean-Marie. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est un vote. Unanimité, merci. Point 7, prime audit énergétique, règlement, décision à prendre. Benoît et chemin de l'énergie. Oui, merci Monsieur le Président. Comme vous l'avez sûrement lu ou entendu, ce 13 février, la région Wallonne a décidé de modifier son décret sur les primes dédiées à l'audit énergétique, avec un effet très rapproché, c'est-à-dire le 14 février. Donc c'était loin d'être un cadeau de Saint-Valentin pour les personnes qui voulaient bénéficier de cette prime. Et c'est surtout une sérieuse réduction sur le montant des primes octroyées. Alors ici, dans cette même salle, en mars 2021, la commune avait décidé d'encourager ses habitants en octroyant une prime complémentaire à celle prévue par la région. Ce règlement s'est terminé ce 31 décembre 2024. Il faut donc prolonger ce règlement pour que les dossiers introduits auprès de la région Wallonne avant le 14 février 2025 puissent bénéficier de notre prime. Donc actuellement, on me dit qu'il y a 14 dossiers en attente ici au service environnement. Alors parallèlement à cette prolongation, la commune doit aussi s'aligner sur le nouveau décret voté donc le 13 février. Décret transitoire parce que logiquement il devrait se terminer ce nouveau décret en octobre 2026. Donc c'est le moment que la région a prévu de sortir un nouveau décret dédié à l'énergie. Donc c'est un dossier à suivre par la suite. Alors concernant le règlement, les principales modifications sont les travaux de toiture ne sont plus éligibles, c'est un gros point. Donc les tranches de revenus ont été revues à la hausse et le cumul des primes ne peut pas dépasser 90% de la prime totale, du prix total de l'audit. Voilà, donc ici on vous demande de décider sur 2 points. Donc le premier c'est la poursuite du règlement pour que les dossiers introduits avant le 14 février puissent de nouveau bénéficier de la prime. Et deuxièmement le vote du nouveau règlement qui se calque sur les nouvelles dispositions du décret. Merci. Merci Benoît. Est-ce qu'il y a des questions ? Laurence, François ? Avec un avis favorable du directeur financier. Qu'on me siffle à l'oreille, sur l'oreillette, c'était quand même assez important pour le préciser. Le premier avis, François ? Voilà, on peut évidemment regretter les décisions du gouvernement wallon, mais nous n'y sommes pas, en tout cas personnellement, même si certains de vos partis sont représentés largement. Et donc on regrette vraiment que du jour au lendemain la majorité wallonne ait engagé et pris une telle décision de modifier le régime des primes, alors que de nombreuses personnes s'étaient déjà engagées dans ce régime et avaient déjà fait des projets, s'étaient projetés dans la rénovation de leur maison
l'isolation de leurs bâtiments pour améliorer la performance énergétique de ces bâtiments. Et puis du jour au lendemain, tout change. On est mis devant le fait accompli. On a 24 heures pour payer les premières tranches si on était vraiment prêt, pour autant qu'on ait déjà de vie. Enfin, c'est vraiment une situation totalement scandaleuse. Mais je le répète, les maires engagés au gouvernement wallon, ici, nous, on n'a pas la main, donc c'est eux qui ont décidé. Donc on a subi, et c'est pour ça qu'on avait reporté le vote la dernière fois sur la prolongation de l'aide complémentaire communale. Voilà, on constate les dégâts et on peut se réjouir que la commune poursuive quand même ce complément de soutien aux familles qui décident, enfin aux personnes qui décident d'améliorer leur logement pour une vision long terme, c'est-à-dire finalement consommer moins d'énergie dans le futur et pour que ça coûte moins cher à l'avenir. Voilà, le choix de poursuivre la prime énergie assinée pour les dossiers qui étaient déjà engagés avant et de s'adapter au nouveau régime transitoire pour les suivants est tout à fait louable, même si, je le répète une dernière fois, on regrette vraiment cette décision du gouvernement wallon et maire engagé. C'est un peu des félicitations, ça, non? Pour nous. C'est un soutien à la politique communale en matière de primes énergétiques. Tu es parfait, tu devrais venir plus souvent, François. Merci. Hein. Laurence. Ça, c'est un reproche, par contre. Alors, moi, je pense avoir entendu qu'il y avait 14 dossiers en attente, c'est ça, hein, oui. Est-ce qu'on sait, enfin, je crois que j'ai une petite idée, combien il y a eu de dossiers l'année passée en 2024? En 2024, je n'ai pas les chiffres, mais je crois, depuis le début de l'instauration de cette prime, on est à 98. Voilà, donc c'est bien 13 dossiers qui sont en attente. Pardon, l'année passée, on en a eu une quarantaine, je pense, en 2024, donc j'imagine qu'il y en aura autant cette année. Alors, vous parlez de 10 000 euros. Je ne comprends pas pourquoi tu poses la question si tu as la réponse. Oui, mais tu demandes à Benoît combien il y en a, puis tu lui dis il y en a 40. Vous allez le comprendre, il y en aura à mon avis, autant que l'année passée, mais vous parlez ici dans l'ordre du jour d'un montant de 10 000 euros qui a été alloué, d'accord? Et moi, je vois 20 000 euros dans le budget, en fait. Effectivement, je l'avais noté, il fallait corriger cette petite erreur dans le 7e considérant. Donc c'est bien 20 000 euros dans le budget et pas 10 000. Donc voilà, c'est une bonne idée, 20 000 euros, parce que je sais que les 10 000, ça avait été un peu juste. Voilà, l'explication. Merci à tous. Et donc, n'oubliez jamais qu'il y a aussi de la modification budgétaire. On l'a déjà fait, hein, je pense, sous l'ancienne législature. Si on arrive à épuiser le crédit, on peut toujours, le collège peut décider de vous proposer une adaptation au niveau de la MB1 ou de la MB2. Est-ce que vous souhaitez un vote pour ces 2 points? Unanimité, je vous remercie. Conseil consultatif communal des aînés, renouvellement, désignation des membres, décision à prendre. Séverine. Merci Monsieur le Président. Donc, souvenez-vous, nous avions lancé un appel à candidature qui se terminait le 16 mars dernier. Suite à cet appel à candidature, donc nous proposons les candidatures ici. On vous propose ici d'accepter la candidature de Aymon Marc, Jouan Joseph, Gaspard Jean-Paul, Marion Jacques, Rémi Serge, Walloins Didier, Marler Bernard, Jadoul Philippe, Lejoin Patrick, Gazio Didier, Henrion Philippe, Chaboteau Joseph, Quil Patrick, j'espère que je prononce bien, Mathieu Pascal, Bévier Guy, Dury René, Félix Catherine, Gelis Denise, Dustin Catherine, Boulet Laurence, Wetz Françoise, Fourneau Anne, Pirlo Marcel, Severin Martine et Custine Gabriel. Alors, on vous demande aussi d'accepter la désignation des 5 membres qui doivent être désignés à la proportionnelle du Conseil communal selon la clé d'Hondt et le clivage majorité politique. Donc, pour la majorité, les membres seront Monsieur Fabrice Marion, Madame Françoise Collignon, Madame Sophie Absil, Monsieur Jean-Marie Scheffer et pour l'opposition, Benoît Jean-Baptiste. On vous demande d'accepter les candidatures de ces candidats. Merci Séverine.
Je n'ai pas terminé, pardon, Monsieur le Président. Alors j'ai juste une petite déception. Je suis un peu déçue qu'il n'y ait aucun membre des anciens membres du CCCA qui n'ait déposé leur candidature. Ce sont des personnes qui ont bien travaillé, qui se disaient investies pour les aînés et apparemment ils n'ont plus envie d'être investis pour les aînés. Merci. Merci Séverine. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, je vous remercie. Point 9, IMIO, Assemblée Générale, représentants, désignation, décision à prendre. Nous devons là élire 5 représentants pour nous représenter à l'Assemblée Générale, 4 pour la majorité, 1 pour l'opposition. Nous vous proposons Benoît Davin, Christophe Sippers, Guillaume Poncelet, Cécile Clément et Roland Inuit. Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, je vous remercie. Point 10, commission communale de l'accueil, représentant, désignation, décision à prendre. Alors, la commission communale de l'accueil compte 15 membres effectifs avec différentes composantes et aujourd'hui nous devons nous décider sur la première composante avec 2 membres effectifs et 2 membres suppléants ayant la qualité de conseillers communaux, ainsi qu'un membre effectif et un membre suppléant, membre du collège communal. Donc pour ces 2 dernières places, on vous propose au niveau du collège communal, membre effectif Géraldine Furnémont et membre suppléant Luc Fontaine. Et pour les représentants en qualité de conseillers communaux, nous vous proposons la candidature de Séverine Gueder et en suppléant de Marc Aymon. Et donc il y a 2 postes pour vous. Et donc ce sera Régis Dieudolélé et Charlène de Mars en suppléante. Merci. Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, je vous remercie. Point 11, AIEC, Conseil d'administration, représentant, proposition, décision à prendre. Les déclarations d'apparentement ont été effectuées auprès des différentes instances supracommunales. Et donc nous avons reçu un courriel ou un courrier du responsable, du directeur de l'AIEC pour nous demander de désigner 3 représentants pour la commune de Ciney, avec un accord politique au niveau des bourgmestres pour 2 représentants MR et 1 représentant du groupe politique ici. Et on vous propose donc la candidature de Joseph Jouan, Jean-Marie Scheffer et Fabrice Marion. Est-ce que vous souhaitez un vote? Yann? Et donc moi je souhaite ajouter la candidature de Roland Inuit. Mais nous, on ne souhaite au niveau du collège que voter pour 3 représentants parce que donc il y a 11 administrateurs au niveau de l'AIEC, c'est-à-dire pour 5 communes, donc 2 pour la commune d'Auton, 2 pour la commune de Sommeuse, 2 pour la commune d'Amois, 2 pour la commune d'Avlanches, et nous, en tant que grosse commune, nous en avons 3, ça fait 11, ce qui veut dire que si on propose à l'Assemblée Générale un 4e représentant, je pense qu'on peut le faire, mais je pense qu'on va s'attirer les foudres d'autres bourgmestres, parce que ça veut dire que si on passe, nous, 4 administrateurs, d'autres bourgmestres n'en passeront que 1, voire moins. Et donc, si toutes les communes commencent à faire ça, on n'y arrivera pas. Donc, on vous propose ces 3 administrateurs. Oui, Anne? Donc, ce n'est pas un administrateur en plus. J'ai bien compris que sur la commune de Ciney, c'était 3. Et donc, nous, je répète, nous proposons la candidature de Roland Inuit. On doit voter pour en avoir 3 sur les 4, alors. C'est ça la proposition. Il y a 4 candidatures et nous allons en envoyer 3. Oui. Ok. Mais voilà, donc je demande à la directrice générale, parce que je me doute que la candidature qu'on propose voilà, ne sera sans doute pas soutenue, mais donc je demande à la directrice générale de bien noter, parce que nous avons le droit de proposer au conseil communal une candidature de façon spontanée. Parfait, mais on va quand même alors voter sur cette proposition, puisqu'il y a une proposition, et on va voter. Donc je vais vous demander une suspension de séance pour que la directrice générale puisse faire avec notre chargé de communication un bulletin de vote et qu'on puisse voter pour désigner 3 représentants. Jean-Marie? Le problème qui se pose ici, en clair, c'est de savoir si c'est un représentant ici ou un 4e administrateur engagé qui doit être désigné, puisque la répartition à l'AIEC se fait en fonction des déclarations d'apparentement. En fonction de ces déclarations d'apparentement, il y a 5 représentants MR, à l'heure actuelle 3 représentants engagés, un représentant des non-apparentés qui d'office se trouve dans la liste ici
parce que c'est la liste qui est la plus importante de toutes les communes dans les non apparentés, et 2 représentants PS. Alors, le problème qui s'est posé, avant l'apparentement de Frédéric Deville au MR, la liste ici avait 7 non apparentés. Quand on fait les coefficients, puisqu'il y a le premier, le deuxième, troisième, etc., le solde, on ne va pas parler du PS et du MR qui ne sont pas concernés, le solde pour les engagés était de 6. Le solde pour ici était de 7. Donc ça ne pose absolument aucun problème, c'est d'office quelqu'un d'ici. À partir du moment où Frédéric s'apparentait MR, il y avait donc 6 non apparentés et 6 soldes d'engagés. Ce qui effectivement pose la question de savoir où se trouve l'administrateur. Et le directeur général de l'AIEC a interrogé la tutelle qui, à ma connaissance, n'a toujours pas répondu sur le fait de savoir s'il fallait retenir le critère du premier élu ici ou du dernier élu engagé. C'est quand même malheureux qu'on se retrouve devant cette situation aujourd'hui, avec une tutelle qui n'a pas pris position et avec des revendications qui sont normales, je comprends, tant des engagés que du groupe ici. Donc la seule façon pour moi de régler le problème, c'est que, en fonction de celui qui sera désigné, que l'autre groupe aille en recours, pour que la tutelle soit obligée de se prononcer. Parce que c'est 2 interprétations différentes et qui peuvent tenir la route. Donc voilà. Je vais quand même apporter une précision. Nous, au niveau d'intérêt financier, on ne va pas souvent en recours, c'est pas une habitude, donc nous n'irons pas en recours. Je vais quand même le préciser. Nous avons quand même interrogé aussi des gens, et donc nous avons une réponse qui date du jeudi 10 avril du directeur en question. Et donc, non, on garde aussi des petites cartouches. Le hic, pour le 11e poste, on a une égalité avec un coefficient de 6, engagé et ici, lequel choisir, c'est un rétroact. J'ai contacté l'Union des villes et communes, Luigi Mendola, et celui-ci ne sachant pas me répondre, a contacté lui-même le SPE et direction de la législation organique. Il a relancé le SPE à plusieurs reprises, et après un mois, j'ai moi-même, donc lui, contacté aussi le SPE qui m'a clairement dit qu'il n'avait pas de réponse. Effectivement, il n'y a pas de texte régissant ce cas de figure. On a continué à essayer une réponse 2 fois par semaine sans succès. Après près de 2 mois, l'Union des villes et communes de Wallonie et moi-même avons décidé que la solution la plus démocratique et la plus juste serait de choisir le coefficient qui avait le plus petit diviseur. Donc ici, qui n'avait pas de représentant, alors que les engagés en avaient déjà 3. Et donc pour faire un parallèle, aussi sur ce cas de figure, je ne suis pas juriste, je ne suis pas non plus le législateur, mais lorsqu'on parle d'un poste d'observateur au niveau du Code de la démocratie locale, c'est ça. C'est permettre à un parti qui n'est pas représenté d'avoir une représentation. Et donc ici, il y a fort à parier qu'au moment, si on interpelle la tutelle sur ce poste, la réflexion risque d'aller dans le même sens, en disant, à partir du moment où un des mouvements politiques qui a droit à un siège n'en a pas, on va privilégier celui qui n'en a pas pour lui permettre une représentation dans les organes organiques en question. Donc voilà. Là. C'est une interprétation que j'avais a priori aussi, mais les deux interprétations peuvent cohabiter. Et il faudrait quand même que la tutelle se prononce, parce que c'est quand même pas normal qu'on se trouve ici dans un débat qui ne devrait pas avoir lieu, qu'on sache effectivement si ce siège revient ici. Moi, je ne prends pas position. Si ce siège revient ici ou revient aux engagés. Donc, je pense que ce problème peut être réglé par la tutelle, et c'est quand même triste, tu l'as rappelé, et j'ai suivi ça aussi, le nombre de fois que l'Union de Ville a été interrogée, ainsi que la tutelle, de ne pas répondre. Ça me paraît quand même primordial. Anne ? Je suis bien d'accord avec la position de Jean-Marie. Donc, soit on reporte la décision au prochain conseil communal, je pense qu'il ne sera pas trop tard, soit on acte 4 candidatures et puis l'AIEC tranchera. Non, pas l'AIEC, et puis on verra ce qu'il adviendra. Et je tiens à préciser que, parce que c'est une fausse information que j'ai lue dans la presse aussi, que je n'ai jamais déposé de recours. Ce n'est pas une habitude, je n'ai jamais déposé aucun recours. Donc ce serait bien d'arrêter d'insinuer des choses qui sont fausses. Merci. Merci beaucoup Anne. Et donc, on ne va pas proposer dans la délibérée 4 candidatures, on va voter pour en proposer 3. Et si à un moment donné, la tutelle estime que notre délibération est illégale, la tutelle nous écrira, ça ne sera pas
première fois. Et nous changerons la délibération sans aucun souci et nous ferons plaisir à M. Henouy qui remplacera alors M. Marion ou même un MR parce que ça peut rebattre les cartes aussi au niveau des bourgmestres. Ah bah si, Jean-Marie, ça peut aussi rebattre les cartes au niveau des... Ah, mais non, justement, il n'y aura peut-être plus qu'un. Mais donc tout peut être rebattu. Espérons qu'on n'en arrive pas là. Mais donc elles sont en train d'imprimer les bulletins de vote. Je ne vais pas demander une suspension de séance parce que j'entends la photocopieuse qui tourne. Oui, bah, oui. Donc il y aura 4 personnes sur le bulletin de vote. Chacun aura droit à 3 voix. Et vous mettez 3 voix parmi les 4 bulletins que vous recevez. Et pour les gens qui nous regardent sur Internet, c'est le moment d'aller aux toilettes, aller chercher des pop-corn ou de vider la vaisselle. Donc je réexplique, vous avez un bulletin, vous avez droit à 3 voix, donc vous pouvez, je vous invite à en cocher 3 sur 4. Et ne pas vous tromper. Je remercie Colline et Nathalie pour le bulletin de vote en urgence. On fait un pli au milieu. On les mélange avec ceux de l'opposition.
Donc alors le résultat donne 21 voix pour Jean-Marie Scheffer, 19 voix pour Joseph Jouan, 15 voix pour Fabrice Marion et 6 voix pour Roland Hennuy. Et donc en tête, le grand gagnant, c'est Jean-Marie. Félicitations. Ça vaut un deuxième verre sur la place Monceux. Un grand merci. Je vous propose de passer au point suivant. Ben, le point a eu lieu, le point a été débattu, on a voté. Donc après un vote, 7 voix pour Roland Hennuy. Donc après un vote, on n'intervient plus, je suis désolé, sinon on n'y arrivera jamais. On a voté, on a tranché, donc on passe au point suivant, non, le point 12, j'ai demandé qu'il soit vraiment concession, désaffectation, décision à prendre. Qu'on a refusé, et donc là, voilà. Et donc là, je continue, parce que c'est pas ça. On ne demande pas d'acter des choses ainsi. On peut acter une intervention au conseil communal si elle est votée par la majorité des gens présents et si elle est remise par écrite. Je ne pense pas qu'il y ait une note écrite, je ne pense pas qu'il y ait eu un vote, donc on n'acte pas ce qui a été dit. On acte le résultat du vote. Point 12, cimetière, et ça fait partie du ROI que vous avez voté. Hein. Point 12, cimetière, concession, désaffectation, décision à prendre. On vous demande ici de désaffecter une tombe suite à une enquête publique qui a eu lieu du 1er novembre 2023 au 1er novembre 2024. Et on a constaté un défaut d'entretien. Personne ne s'est manifesté durant l'année. Et donc on vous propose de désaffecter la concession en question. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, je vous remercie. Point 13, fabrique d'église de Pessou, modification budgétaire numéro 1 de 2025, approbation. Frédéric. Merci Monsieur le Président. Je vous demande d'approuver la MB numéro 1 de la fabrique d'église de Pessou qui a pour objet en travaux prévus de remplacer la poutre de soutien des cloches. Et donc il réalise cette MB1 avec des recettes totales pour 35 532 et des dépenses pour le même montant. Merci Frédéric. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, je vous remercie. Point 14, fabrique d'église de Pessou, compte exercice 2024, approbation. Frédéric. Merci Monsieur le Président. Il s'agit là d'approuver le compte de la fabrique d'église 2024, compte qui totalise des recettes totales pour 43 552,40 €, des dépenses pour 18 433,30 € et donc un résultat comptable en bénéfice de 25 119,10 €. Merci Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, je vous remercie. Point 15, modification du plan stratégique de sécurité et de prévention 2025, ratification, décision à prendre. Le collège communal a souhaité retravailler ce PSSP et on devait notamment faire parvenir les modifications avant le 31 mars. Le SPF intérieur nous permet, afin de respecter les délais qui étaient relativement courts, de solliciter une décision d'abord du collège communal qui a marqué bien entendu son accord sur les modifications du dit plan et sous réserve d'approbation par le conseil communal. Donc aujourd'hui, on vous propose au vote une ratification pour ce point qui est relativement important. Et donc les modifications au niveau de ce PSSP, elles sont au nombre de 3. La première concerne les incivilités qui sont sanctionnées administrativement. Et donc l'objectif est de renforcer notamment essentiellement la lutte contre les déjections canines, puisqu'on considère que ce phénomène est en progression, en tout cas il est toujours malheureusement trop présent. La deuxième modification concerne la sécurité routière, avec un ajout de ce phénomène et notamment tout ce qui est lié à la consommation d'alcool et de drogue au volant, puisque ça s'inscrit dans une double volonté. D'une part, la réduction de la consommation de drogue et d'alcool de façon générale, et d'autre part, la diminution des accidents de la route qui pourraient être liés à cette même problématique, puisqu'on constate que les nombres de cas d'ivresse et d'alcool ainsi que de drogue sur la zone de Condorcet-Famenne ont connu une petite augmentation en 2023 et donc on estime qu'il est nécessaire d'agir avant que le phénomène ne s'amplifie. Et la troisième modification, c'est vraiment une modification et pas un ajout. On avait déjà un volet concernant les violences intrafamiliales. On souhaite le garder, bien entendu, puisque c'est une problématique très importante, mais on souhaite également y ajouter, étendre en tout cas cet aspect sur les violences à tous les membres de la famille, notamment la lutte contre les violences intrafamiliales sous toutes les formes,
qu'elles soient liées à l'âge, au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'ethnicité, à la race, puisque entre 2020 et 2023, au niveau du rapport de police, on peut constater qu'on a enregistré des fluctuations, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, et donc on souhaiterait prendre ce problème à bras-le-corps, problème qui d'ailleurs fait partie du plan zonal de sécurité sous l'appellation violence intrafamiliale. Donc voilà un petit peu ce que on pouvait vous parler au niveau de ce plan, et on est là bien entendu pour répondre à vos questions. Anne? Alors j'avais une question justement par rapport au dernier chapitre, je dirais. Donc objectif opérationnel, former l'ensemble du personnel de première ligne aux problématiques des différentes sortes de violences intrafamiliales. Donc l'ensemble du personnel de première ligne, c'est qui? Mais ça concerne aussi bien à la police qu'au niveau du CPS, et peut-être même au niveau de la maison citoyenne, on pourrait envisager des formations. Ok, j'ai une remarque alors par rapport à ça. Au niveau de la police, justement, former l'ensemble du personnel, ça me semble compliqué. Et ce qui ressort justement, c'est que au niveau de la police, il n'y a pas d'obligation, mais c'est pas nécessairement assigné, c'est partout, il n'y a pas d'obligation. Et c'est le personnel lui-même qui a envie de se former, qui se forme. Et ce ne sont pas nécessairement les personnes qui sont justement au contact de ces violences intrafamiliales qui se forment. Et donc je trouve que là, il faut éclaircir la chose, même avec la zone de police, et voir, puisqu'on ne peut pas, on n'oblige pas, pour être certain que les bonnes personnes soient formées, les personnes qui interviennent en première ligne, que ce soit elles qui soient formées et qu'elles soient aussi bien au courant de la législation en vigueur, parce que visiblement c'est rarement le cas. Donc effectivement, au niveau de la police, les personnes concernées, on pense essentiellement aux assistantes sociales, qui sont les premières à être en contact avec les familles des victimes. Et donc la police propose régulièrement un suivi, ou en tout cas une première prise de contact. Et donc ces personnes-là, elles sont déjà formées, mais il y a effectivement des formations. Et donc pas plus tard que vendredi dernier à moi, au dernier collège de police, on a validé un plan de formation effectivement sur toute l'année 2025. Et donc, comme tu le dis, les policiers, en tout cas les membres de la zone de police, peuvent s'inscrire à des formations ou pas, et le collège valide ou pas ces formations. Ici, on a demandé vraiment d'avoir un plan sur une année complète. Et donc, voilà, il y a des formations pour le port d'armes, des formations pour le self-défense, des formations d'assistance sociale. Il y a vraiment un petit peu de tout. Il y a tout un panel de formations, c'est assez complet. Et donc voilà, mais en tout cas, les assistantes de première ligne, elles sont d'ores et déjà formées à ce genre de choses, parce que c'est leur mission première. Oui, Anne? Alors je me permets juste d'insister parce que voilà, quand il y a un appel à la police, ce ne sont pas les assistantes sociales qui débarquent, mais ce sont les policiers. Et l'attitude et la formation des policiers quand ils arrivent sur place, on sait que ce sont des situations qui sont très tendues, et c'est souvent là que la victime va se sentir écoutée, va avoir le courage de parler ou pas. Et donc c'est super important que les policiers qui arrivent, puisque ce sont eux qui sont appelés en premier lieu sur les lieux d'intervention, soient formés. Voilà. Ok, on fera passer l'information au niveau du chef de corps. Est-ce que vous souhaitez un vote sur cette ratification? Unanimité, je vous remercie. Point 17, urgence environnementale, subsidiation, maintien de 2 agents conservateurs communaux, décision à prendre. On vous demande ici... J'ai dit quoi? Pardon. Donc on a moyen ici d'obtenir un subside de plus ou moins 8 000 € si on maintient 2 agents constatateurs communaux pour l'année en cours, l'année 2025. Ces agents seront et sont déjà chargés de constater les infractions environnementales, et cela doit représenter au moins un mi-temps. Donc on souhaite avoir un temps plein, on souhaite dès lors que chacun de nos 2 agents constatateurs remplissent ces fonctions à mi-temps pour pouvoir solliciter la subvention auprès du SPW Environnement. Voilà, simplement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez un vote? Unanimité, je vous remercie. On souhaiterait alors vous mettre un point en urgence concernant le foyer synassien pour désigner les membres à l'Assemblée Générale ainsi qu'au Conseil d'administration. C'est un point en urgence puisque nous avons eu la demande du foyer synassien il y a quelques jours seulement, et donc il faut les 2 tiers des personnes présentes, nous sommes 22, il faut qu'il y ait
15 oui pour obtenir l'urgence et le fait qu'on puisse délibérer de ce point. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'urgence? Unanimité, je vous remercie. Et donc, comme je le disais, nous avons eu un courriel du foyer sinacien nous demandant de désigner 3 personnes à l'Assemblée générale qui ne doivent pas spécialement avoir la qualité, qui doivent avoir la qualité de conseillers communaux, pardon, et 3 personnes au niveau du conseil d'administration, un MR, un PS et un écolo. Donc au niveau du conseil d'administration, nous vous proposons la candidature de Christophe Sippers, Frédéric Deville et pour François. Oui, vas-y. Mais la proposition de décision qui nous est proposée aujourd'hui, de nouveau, pour moi, fait un écart par rapport aux dispositions du Code wallon de l'aménagement du logement durable, puisque on nous impose ici que ce soit un MR, un PS, un écolo qui soit désigné par la commune de Ciney. Or, le conseil d'administration, ok, il répond aux exigences de la Clédonte, donc il y aura 4 mandats MR, 2 mandats engagés, un PS, un écolo. Mais pourquoi est-ce que les 4 bourgmestres des communes concernées, donc des communes qui sont affiliées au foyer sinacien, c'est-à-dire les bourgmestres de Ciney, Amois, Avlanches et Sommeleuses, se sont mis d'accord entre eux, au-delà de toute règle stricte, de répartir les différents mandats dans les différents partis par commune. Donc ça me surprend en fait qu'on soit obligé de désigner par exemple un écolo ici à Ciney, alors que nous on aurait voulu avoir une décision au sein du parti écolo sur les 4 communes et voir qui sont les personnes les plus aptes, les plus compétentes, les plus motivées pour assumer ce mandat au sein des 4 communes et de désigner notre représentant écolo au sein du conseil d'administration dans le respect de la Clédonte, mais pas de nous l'imposer de cette manière-là au niveau de la commune de Ciney. Donc je suis un peu surpris de la proposition de décision qui nous est proposée aujourd'hui dans ce sens-là. Ça a toujours été fait comme ça, et même pour les autres assemblées, c'est impossible de concevoir tous les accords au niveau politique. Enfin, je veux dire, ici c'est un accord entre bourgmestres, on a discuté de la UEC, on a discuté du foyer sinacien, on a discuté de la maison du tourisme. Tu aurais pu déjà dire cette phrase-là pour la maison du tourisme, même pour le parc naturel. On fait comme ça, enfin sinon on ne saurait jamais s'en sortir. Hein. Alors qu'est-ce qui empêche par exemple de désigner un engagé ici à Ciney et que le représentant écolo soit désigné à Avlanches et qu'on fasse le switch parce que les autres bourgmestres ont peut-être souhaité que ça aille comme ça. Et donc nous au niveau de Ciney, oui Anne, je vais te céder la parole, au niveau de Ciney, on aura un PS, un MR, un écolo, et au niveau du CPS, on aura un engagé. Donc au niveau de Ciney, on a une composante un représentant de chaque composante. Oui. Donc on est bien d'accord que c'est une décision, je ne vais pas dire arbitraire, mais en tout cas qui est discutée entre bourgmestres et que ça ne répond à aucune clé de répartition particulière. Au-delà de la clé d'administration répond à une clé d'onde sur l'ensemble des communes concernées suite aux déclarations d'apparentement. Et donc c'est pour ça qu'il y a une date butoir. Après, tous ces organes paracommunaux récupèrent les déclarations d'apparentement, font la clé d'onde et disent au CA du foyer sinacien, il faut X MR, X engagés, X écolo, X PS. Et donc après, il faut se les répartir. Oui. Et donc, hormis le fait de faire un conseil communal avec tout le monde, et encore, on n'y arriverait pas. Donc, il faut bien à un moment donné que quelqu'un tranche. Mais une pratique, me semble-t-il, assez courante, c'est de dire il y a effectivement 4 mandats pour le MR. On envoie à la fédération du MR régionale ou locale, je ne sais pas comment c'est structuré, et on demande quels sont vos 4 représentants sur les 4 communes. Et même chose avec le PS, les engagés et écolos. Et ça permet ainsi que chaque parti représenté au sein du CA, dans le respect de la Clédonte, désigne ses représentants. Voilà. Et comment est-ce que dans les faits tu veux tomber juste, François? On ne tombera jamais juste. Hein. Bah si, puisqu'on a la Clédonte sur le CA, on la connaît. Donc on peut tout à fait, au sein de chaque parti, désigner les représentants qui vont aller au CA et on respectera la Clédonte de cette manière-là. Mais et si les partis décident que c'est tous les gens qui viennent de Ciney, ça nous arrange, mais je ne pense pas que ça va arranger les autres communes. Oui, Anne.
Et justement, si tous les bourgmestres et maires décident qu'il n'y a pas de représentants des engagés de ciné, donc en fait, par le passé, le problème ne se posait pas puisqu'il y a déjà eu des bourgmestres d'autres tendances que les maires sur les 4 communes. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus que des bourgmestres et maires. Donc on arrive à une situation où, où ce sont les bourgmestres et maires qui décident qui seront les administrateurs écolos engagés sans du tout de concertation avec les engagés donc, ou les écolos. Donc, et c'est ça qui ne va pas. Donc la décision, elle doit être prise de façon supracommunale, mais dans le respect des différents partis. Et ici, la décision est prise de façon supracommunale, ok, mais il y a juste un parti qui décide qui a le droit d'envoyer un représentant engagé ici, un représentant écolo. Et c'est là qu'on est en contradiction avec le code de la démocratie locale. On n'a pas la même interprétation. Maintenant, voilà, on a fait comme ça il y a 6 ans. Je ne pense pas que ça t'avait heurté à l'époque. Maintenant, ça te heurte, j'en prends bonne note. Voilà, il faut quand même bien avancer. On nous demande, les assemblées générales vont arriver dans quelques semaines. Il faut avancer. Si François, tu estimes que le CDLD est mal écrit ou qu'il y a des incohérences, j'en prends note, mais c'est pas moi qui vais le faire changer. À un moment donné, il faut qu'on avance et il n'y a pas que ici au foyer sinacien. Et puis réjouis-toi, c'est un mandat pour vous. J'ai encore une petite question pratique. Donc effectivement, ici on a la clé de répartition des différents partis donc, qui respectent la clé d'ONT pour alimenter le conseil d'administration. On a l'information, ça doit être un élu local, donc un conseiller communal. Est-ce que la répartition du nombre de sièges par commune est définie quelque part? En tout cas, dans la proposition de décision, je n'en vois pas. Donc, qu'est-ce qui empêcherait finalement de désigner un candidat en plus à Ciné ou en moins, ou un candidat en moins à Ciné? Pourquoi un en moins? Parce que on a... Donc dans le projet délibé, donc on avait dit que suite à la clé d'ONT et les déclarations d'apparentement, sur la totalité des communes, il y avait 4 mandats MR, 2 mandats engagés, 1 mandat PS et 1 mandat écolo. Et puis alors le foyer sinacien a invité les 4 communes à se concerter. Et suite à cette concertation, il a été décidé que pour la commune de Ciné, lui revenait 1 mandat MR, 1 mandat PS et 1 mandat écolo. Et pour répondre à la question, effectivement, Sommeuse aura 2 mandats, Amois aura 2 mandats, nous en aurons 3 et Avlange en aura 1. Et donc il a été question dans les discussions, effectivement, que chacun en ait 2. Mais à partir du moment où on est la plus grosse commune, la commune où il y a le plus de logements sociaux, j'estimais, en tant que bourgmestre, que c'était intéressant de défendre l'intérêt des Sinaciens et d'avoir 3 représentants. Alors on a beau prôner le supracommunal, à un moment donné, on reste quand même des Sinaciens. Et donc effectivement, on aurait pu avoir 2 pour chacune. Mais ça n'aurait pas résolu le problème, parce que tu aurais quand même dit, oui, mais ces 2-là, c'est un PS et un MR, ou c'est un engagé et un MR. Donc ça n'aurait rien changé. Donc effectivement, les 8 administrateurs, on se les répartit, on a trouvé un accord. Je trouve que c'est un accord correct pour Ciné. Et j'ai pas... voilà, il a fallu batailler pour cela. Et si tu veux le détail par commune, effectivement, donc Ciné, un MR, un PS, un écolo, Amois, 2 les engagés, Avlange, 1 MR et Sommeuse, 2 MR. Je pense que c'est un bon accord pour Ciné. Mais Anne? Et donc je maintiens que les écolos ont le droit de désigner sur les 4 communes en concertation, mais le problème ici c'est qu'il n'y a pas eu de concertation, en concertation avec le MR, le PS et les engagés, quel sera leur représentant. Idem, les engagés ont le droit de décider dans quelle commune leurs représentants seront. C'est ça un accord supracommunal. Un accord supracommunal ne se limite pas à l'accord des 4 bourgmestres MR du coin. Et donc nous proposerons un candidat pour le foyer sinacien. Un candidat engagé alors? Oui. Nous allons refaire alors un bulletin de vote. Nous ne participerons pas au vote, nous ne voterons pas parce que je ne pense pas que c'est la bonne manière de résoudre le problème. Donc tu présentes un candidat mais tu ne votes pas?
Moi, ce que je voudrais, c'est que la directrice générale inscrive que, comme dans le cas de l'AIEC, nous prenons... Normalement, quand on propose plus de candidats que de postes à pourvoir, si je ne me trompe, on doit faire un vote. Mais ce sera acté dans la délibé que vous avez voulu proposer un candidat, qu'on a décidé alors, comme il y avait plus de postes, que vous avez proposé plus de candidats que postes à pourvoir, on a procédé alors à un vote, et alors il y aura le bulletin de vote avec le nom que vous avez proposé. Ce sera acté dans la délibé. Okay, je voulais bien entendre. Oui, mais on l'a déjà fait sous l'ancienne mandature. Mais au moins, comme ça, on aura la traçabilité de dire qu'il y avait 3 postes à pourvoir. Il y a eu 4 candidatures, donc il a été procédé au vote. Et donc, les 4 candidatures seront bien répertoriées dans le PV du... Ok, c'était ça ma question. Et donc, François, vas-y. Je propose alors la candidature de Marc Libert. Parfait. Il n'habite pas Sydney, mais parfait. Non, c'est pas... Moi, je ne comprends plus rien non plus, Jean-Marie, mais ça, c'est pas... Écoute, c'est pas grave. Hein? Pas nécessairement conseil communal. Et Anne, la candidature de Régis Dilusolé. Ouais. Est-ce que tu sais juste épeler le nom de famille pour le bulletin de vote? Ah non, on va faire un... Libet. Mais c'est pas à toi que je m'adresse. Ça s'écrit tout simplement comme ça. D-I-L-U-Z... oui, Z. O-L-E-L-E. Moi qui ne pensais qu'on votait que tous les 6 ans. Ouais. Et donc on est bien d'accord qu'on fait le bulletin de vote ici pour la désignation des membres de l'organe d'administration du foyer synassien. Donc au niveau de l'Assemblée générale, vous êtes d'accord sur ça? Alors, je voudrais peut-être préciser la candidature, c'est simplement parce que Marc Libert est actuellement dans l'organe d'administration du foyer synassien, et on a estimé au sein du parti écolo, qui pour moi est le meilleur organe pour désigner notre représentant au sein du foyer synassien. C'est la meilleure personne qui a l'expérience, qui est conseiller communal à Avlanches, qui a été échevin et qui est membre de l'organe d'administration depuis la dernière législature. Et donc, au-delà des clivages communaux, on a nous estimé que c'était la meilleure personne pour ce poste-là. Et donc, si c'est le conseil communal qui est obligé, le conseil communal de Ciney qui est obligé de désigner le représentant écolo, ben, on va suivre cette directive-là, mais c'est pas on ne veut pas que ce soit un candidat de Ciney. Et voilà, moi, j'estime que Marc a plus de compétences que moi pour siéger à cet endroit-là. Pas de souci, mais imaginons maintenant, je ne connais pas... Oui. Je ne connais pas les résultats des votes, bien entendu, mais imaginons maintenant que ce soit M. Dilusolélé qui passe et pas l'écolo, on a quand même un problème de taille. Hein. Ça veut dire que l'Assemblée générale du foyer synassien, avec tous ces petits jeux, ne se réunit pas. Il faut quand même en être conscient. Hein. Je veux juste que vous en soyez conscient. Hein. C'est pour ça que j'invite l'Assemblée ici à voter pour Marc Libert, pour que... Et pas pour M. Dilusolélé, alors. Pour qu'on respecte finalement... C'est ça le problème. La clé d'Hunt au global. Donc toi tu pousses M. Marc Libert, mais pas M. Dilusolélé. Ça va. Il aura au moins une voix. C'est déjà bon, bien. Ok. On fait le bulletin. Je redemande, est-ce que c'est uniquement pour l'organe d'administration? Est-ce que c'est pour l'Assemblée générale aussi? Assemblée générale où là il y a 3 représentants qui sont tous les 3 de la majorité. On verra les noms après. Ou est-ce que vous souhaitez aussi proposer des gens à l'Assemblée générale? Écoute, oui, on en est, on fait rire de nous là. J'ai une question. Les membres de l'Assemblée générale, les membres du conseil d'administration ne sont pas les membres de l'Assemblée générale. Non, ils peuvent. Qu'au conseil d'administration, c'est 70 ans un maximum. Monsieur Dilusolélé est âgé de quel âge? Il nous a pas encore atteint l'âge de 70 ans, je pense. Il est loin, ça va. Et Marie. Allez, punaise. Ouais. Donc les gens qui nous regardent peuvent aller rechercher du popcorn, revider leur lave-vaisselle, faire tourner une machine à laver.
fait, si on peut résumer la séance du Conseil, les seules nominations qui n'ont pas posé problème, c'est au Ferry du Parc. Hein. Là, on voit qu'il y a un engouement vraiment prenant. Les gens d'Avlanches n'en ont rien à foutre des ferries du Parc, mais je constate quand même que les Sinassiens, les statuts bien faits, effectivement. On ne parle pas de la même chose. Hein. Le foyer Sinassien, il y a 4 communes affiliées, qui sont les communes de Ciney, Amois, Avlanches et Sommeuse. Et donc les administrateurs doivent venir de ces communes-là, en toute logique. Mais c'est pas la même chose que la SBL Ferry. J'entends aussi ton argumentation sur la supracommunalité. Maintenant, après, il faut quand même rester bon joueur. Les gens qu'on désigne ici à Ciney, c'est quand même pour représenter les Sinassiens, quoi. Et donc, en allant chercher quelqu'un d'Avlanches, indépendamment de toutes les qualités humaines et professionnelles de Marc, qui est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup, je ne suis pas sûr qu'en faisant ça, tu abondes dans le sens de Ciney, mais soit. Après, voilà, j'entends ton argument de la supracommunalité. Supracommunalité, quand on demande aux autres communes si elles veulent intervenir dans les dettes de la piscine, on n'a pas beaucoup de retours positifs. Supracommunalité, quand on propose une fusion des communes, on n'en a pas beaucoup. Donc la supracommunalité, tant qu'elle ne sera pas imposée, j'y crois pas du tout. Mais ça, c'est un avis personnel. Et donc ici, on va quand même on s'apprête à désigner un gars d'Avlanches pour défendre les intérêts de Ciney. Et Frédéric ? Moi, je voudrais simplement que les gens de Ciney constatent et entendent qu'aucun écologiste n'est intéressé par la politique du logement social à Ciney. Bon, je m'inscris évidemment en faux. À partir du moment... Tout à fait, vous avez un poste, vous ne le prenez pas. Aucun Sinassien écolo n'est intéressé par la politique du logement social à Ciney. Vous faites régler ça par Avlanches. Alors ce n'est pas une question d'intérêt. Si vous relisez également les statuts du foyer Sinassien, il est demandé un certain nombre de compétences aux administrateurs. Ils sont d'ailleurs cités. Et à partir du moment où on a un administrateur qui a déjà siégé pendant plusieurs années et de manière qualitative au sein du conseil d'administration et ça c'est une vision écologiste peut-être que vous n'avez pas, c'est que la vision du logement, elle dépasse les frontières de Ciney. Et donc pourquoi est-ce que quelqu'un d'Avlanches ne pourrait pas prendre en compte l'importance du logement à Ciney, à Amois, à Sommeuse? Ça voudrait dire que vous, en tant qu'élu sinassien, au foyer sinassien, vous n'allez défendre que les logements sociaux de Ciney et vous allez balayer tout ce qui pourrait se passer à Amois, à Sommeuse ou à Avlanches. Pas du tout, mais on relayera les prix. Mais nous, c'est pas notre conception. Voilà, les gens jugeront, ils ont déjà jugé, ils continueront de juger. Et donc j'invite tout le monde à ne cocher maximum que 3. Hein. N'allez pas me cocher 4. Il y a bien 22 bulletins dans l'urne.
pour le 3e verre de la soirée, Monsieur Sipers, qui m'a battu à plat de couture. 20 voix, Christophe, félicitations. 15 pour Marc Libert et Frédéric Deville, donc il peut ambitionner une place de bourgmestre peut-être dans 5 ans à Ciney. Et 10 pour Régis Dilusolélé. Je vous remercie pour ce moment de détente. Alors, ça, c'est les 3 administrateurs. Et au niveau de l'Assemblée générale, nous vous proposons donc Marc Aymon, Christophe Sipers et Frédéric Deville. Il y a 2 minutes, ça n'a pas l'air de poser de soucis. Est-ce que ça en pose ou toujours pas? Unanimité. C'est parfait. Merci beaucoup. Non, hein, non, ici, l'écolo est chez nous. Oui, il est élu, oui. Ok, point 17, question orale, réponse éventuelle. Aline? Oui, il y a une semaine, le commandant de la zone d'Inafi, le colonel Philippe de Wergifos, sur le plateau de ma télé, évoque un déplacement de la caserne de Ciney, la caserne de pompiers de Ciney vers Achen. Or, cette caserne a juste 10 ans. Je voudrais connaître votre position sur ce master plan et quelles sont les conséquences, quelles conséquences peut-on attendre au niveau de la dotation communale et du coût pour la ville de Ciney. Merci Aline. Donc, effectivement, le master plan est assez ambitieux, pour dire les choses comme ça, et peut effectivement susciter des questions. Il en suscite beaucoup au niveau des bourgmestres. Donc, de manière générale, hormis Borin, tous les bourgmestres se sont positionnés de manière favorable à ce master plan, avec des réserves, et la première réserve, elle est d'ordre financier, c'est-à-dire qu'on ne veut pas augmenter les dotations communales. Et donc, le commandant de Wergifos estime et répète à tout qui veut l'entendre que c'est un plan qui, financièrement, sera indolore. Donc, on attend de voir. Le comptable spécial de la zone, qui n'est autre que notre directeur financier, va certainement analyser les chiffres et revenir à un prochain conseil de zone avec une évaluation des incidences éventuelles financières, et donc on se positionnera. Alors au niveau de Ciney, pour nous, si on n'augmente pas les dotations communales, j'ai envie de dire que on perd une caserne à Biron et on en construit une à Achen, elle reste sur le territoire communal. Voilà, je veux dire qu'on n'est pas fort impacté, si ce n'est qu'on récupère une entreprise potentielle au niveau du zoning et donc de l'emploi, et donc un nouveau point à mettre, une nouvelle plume à mettre au chapeau de Frédéric. Donc voilà, effectivement, l'incidence financière sera cruciale. Moi, j'ai du mal, je suis comme toi dubitatif, moi et toi dubitative, à croire que ça va passer crème et que on va reconstruire une nouvelle caserne, en vendre et que, in fine, ça sera indolore. Un des arguments du commandant de Wergifos est aussi qu'il veut des gardes sous toit et des gardes 24 heures sur 24 sur certaines grosses casernes, notamment à Ciney, et qu'elle n'a pas du tout été conçue pour héberger des personnes, pour leur permettre de patienter, et donc de faire des travaux là-bas, selon lui j'insiste, coûterait extrêmement cher et au final reviendrait au coût d'une nouvelle... Donc voilà. Moi, je répète, donc on a mis un avis favorable, on attend une analyse financière. Jean-Marie? Ah mais non, tu peux pas, c'est une question orale. Je suis désolé. Pour rectifier ça. 5 minutes et... Ça revient à Ciney, si on hein. Ce n'est pas une entreprise du zoning. Regardez vos actes. Dans l'hypothèse où ce n'est plus une caserne de pompiers, c'est un ville de Ciney qui récupère le bâtiment. Bah c'est encore mieux. Ouais. Aline, vas-y. Oui, je pensais qu'aménager la caserne coûterait bien moins cher que moi aussi. Construire une. Je ne suis pas sûr qu'on gagne beaucoup de temps de partir d'Achen par rapport à... Non, c'est pas... En tout cas, on ne gagne pas pour Ciney. C'est géographiquement, oui, effectivement, c'est pour couvrir Dinan. C'est pour avoir une caserne de seconde zone, entre guillemets, à Avlanches, chez Marc Libert encore. Donc voilà, mais effectivement, c'est un plan qui pose beaucoup de questions et qui fait beaucoup parler. On va voir, on va attendre. Il y a des gens qui vont se plancher sur l'aspect financier, quoi. Ça va? Laurence. Dois-je revenir sur ce jeudi 20 mars 2025, lorsqu'un homme cagoulé en tenue militaire a traversé notre ville avec une arme. Alors tout le monde connaît l'issue heureuse de ce fait
qui, comme je viens de le dire, s'est bien terminée grâce au travail, vous l'avez dit, monsieur le bourgmestre, de la zone de police contre Famenne, mais aussi celui du GIS de Namur, ainsi que celui des unités spéciales de la police fédérale. C'est ce que vous avez dit dans votre conférence de presse. Alors, dans cette conférence de presse, vous avez dit également, et je vous cite, c'est une alerte pour le futur, et c'est vrai que c'en est certainement une, et nous avons vu que nous étions prêts à réagir. Alors cependant, comme bon nombre de citoyens, les membres de notre groupe se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles nous n'avions pas reçu de message bi-alerte. En effet, certains concitoyens nous ont dit, moi j'étais en train de promener mon chien, j'étais vraiment proche des faits et je ne suis pas membre de Facebook, donc j'aurais aimé recevoir un message bi-alerte. Pourquoi n'avons-nous pas reçu ce message? Donc ce sera ma première question. Ensuite, la seconde question, c'est simplement si lorsqu'on vit des événements pareils, on ne reçoit pas de bi-alerte, alors dans quelles circonstances pourriez-vous nous les décrire? Allons-nous un jour, j'espère que non évidemment, dans quelles circonstances pourrions-nous, je vais le dire comme ça, pourrions-nous recevoir un message bi-alerte? Merci Laurence. Et donc, normalement, ça va projeter. Pas encore. Ça va arriver. On va relancer, j'ai préparé une réponse. Oui, vous espériez la réponse puisque je vous avais posé la question par écrit. C'est ça le jeu, c'est préparer la réponse avant d'avoir la question. Bien sûr, mais moi je pensais que c'était urgent comme question, donc je l'ai posée par écrit parce qu'un mois après les faits, avouez que c'est un peu tard. Voilà. Merci. Donc effectivement, retour sur la nuit du 20 au 21 mars pour répondre à vos questions et à vos deux questions. Donc il faut savoir que vous parlez de bi-alerte, mais qu'il y a deux systèmes tout à fait différents. Je pense d'ailleurs que c'est important pour le rappeler à tout le monde. Donc il y a bi-alerte, effectivement, et il y a alerte SMS. Ce sont deux choses tout à fait différentes et c'est important de le rappeler. Alors, bi-alerte, c'est la possibilité d'avertir des personnes, comme vous disiez, qui sont inscrites sur le site bi-alerte et qui font partie d'une base de données. Donc, les personnes peuvent choisir d'être averties par email, par SMS, par messages vocaux, et j'en passe. Donc, elles sont averties, qu'elles soient sur le lieu de travail, qu'elles soient à Blankenberg ou qu'elles soient à l'hôpital. L'autorité, donc le bourgmestre ou la cellule de crise, choisit les rues ou le village à qui il veut envoyer l'information et la personne reçoit le message concerné à son adresse, comme je le disais, même si elle n'est pas là et qu'elle est à l'autre bout du pays. Alors, pour la petite histoire et pour le savoir, au niveau de la commune de Ciney, il y a 1342 personnes inscrites sur la plateforme bi-alerte. Donc ça vous donne une estimation comme ça. Je vous donne un chiffre. Je ne sais pas, je n'ai aucun point de comparaison. Il y en a, sur la province de Namur, il y en a 41 333. Donc là, il y a moyen de faire une règle de 3. Alors, ce qui est bien avec bi-alerte, c'est que ça peut être utilisé en dehors d'une phase communale, d'urgence ou provinciale, ce qui veut dire qu'on peut le faire, le décider, le bourgmestre peut l'assumer tout seul et décider de faire appel à bi-alerte. Attention que, à l'inverse du système français, FR Alerte, il s'agit chez nous d'un simple SMS et d'un appel et pas d'une alarme. Chez les Français, il y a une alarme qui sonne tant qu'ils n'ont pas activé leur GSM. Et donc c'est encore beaucoup plus poussé, je trouve. Alors il y a également Alerte SMS. Donc ça c'est un deuxième système que je trouve beaucoup plus adéquat pour gérer une crise. C'est l'envoi d'un message à toutes les personnes qui se trouvent dans un périmètre déterminé sur une carte, et donc via les antennes téléphoniques des opérateurs. Il n'est pas possible d'être très très précis dans le périmètre, mais on peut dire que dans un rayon de 5 km autour de la place Monceau, dans un rayon de 15 km autour du parc Saint-Roch, toutes les personnes qui s'y trouvent, qu'elles soient inscrites ou pas sur bi-alerte, reçoivent le même SMS. Si elles rentrent dans ce périmètre après la notification, elles ne reçoivent pas le SMS. Donc c'est les personnes qui s'y trouvent à un certain moment donné. L'inconvénient,
c'est que ce système ne peut être utilisé en principe qu'en phase communale ou en phase provinciale. Donc, ce qui veut dire que le bourgmestre doit déclencher la phase communale et en avertir le gouverneur, et seulement à ce moment-là, on peut utiliser alerte SMS. Alors, ce soir-là, effectivement, mais comme vous le dites, on ne va pas passer en revue le rétroact, mais j'ai demandé un déroulé au niveau du chef de corps, et donc tout commence à 18h58 avec le premier appel à la patrouille, d'accord, avec toutes différentes, et ça je peux vous l'envoyer par email si ça vous intéresse, différents moments clés importants, notamment à 19h13, où avec un contact avec la SNCB, on décide qu'il n'y aura plus d'arrêt de train à Ciney. L'individu ressort de la gare à 19h17. La police, donc le bourgmestre est prévenu à 19h41 et je suis prévenu pour la petite histoire par la presse. Il faut quand même savoir que c'est la presse qui me téléphone pendant que je mange en disant qu'ils sont en route pour la fusillade à Ciney. Et je téléphone au chef de corps qui me dit non, il n'y a pas de fusillade, c'est encore un canular. Et donc après 2 minutes, il nous a quand même rappelé effectivement il y avait un problème, ce n'était pas une fusillade, mais RTL se déplaçait quand même dans une direction où il y avait des soucis. Et je ne vais pas vous passer tout en revue tout l'historique de la soirée, si ce n'est quand même qu'à 23h51, on identifie le suspect, mais qu'on ne l'interpelle qu'à 4h53, puisqu'on a demandé un renfort des unités spéciales, et on ne demande pas ça d'un simple coup de fil ou d'un simple SMS. Il faut, il y a toute une marche à suivre et toutes des autorisations à avoir. À 4h53, le suspect est interpellé. Et donc, est-ce qu'il fallait ou pas faire bi-alerte? Est-ce qu'il fallait ou pas alerte SMS? C'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. Et je pense qu'on est 25, on aurait pu être 25 plus Nathalie 26 autour de la table et on aurait géré cette crise de manière tout à fait différente. Et je ne pense pas qu'il y avait une bonne ou pas solution. Lorsqu'on a le nez dans le guidon, lorsqu'on doit prendre des décisions en 1 minute, on espère que ce sont les meilleures, et puis c'est l'issue qui nous déterminera si elles sont bonnes ou pas. Et donc oui, j'ai pris plusieurs décisions, et notamment celle de ne pas écrire de SMS à tous ces gens. Et donc voilà, comme je le disais, 25 conseillers, c'est 25 manières de réagir et de s'adapter à une situation critique. Alors, les questions, établit-on un périmètre de sécurité aux abords du centre-ville? Si oui, où l'arrête-t-on? Ça, il faut vite se décider. Laisse-t-on le commerce de nuit ouvert, le night and day, tôt ou tard? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Les gens qui vont chercher une canette, les gens qui vont chercher un paquet de chips, les gens qui vont chercher des croquettes pour leur chien, et c'est véridique, il y en avait. Qu'est-ce qu'on répond à la presse? La presse, elle est partout, la presse, elle téléphone sur votre GSM, la presse elle vient sur place, la presse elle prend des photos des gens des unités spéciales du GIS alors qu'ils ne sont pas censés être là, donc il y a être là en photo, et donc il y a toute une série de questions. Qu'est-ce qu'on fait? Déclenche-t-on la phase communale d'urgence? Ça c'est une des grosses questions qu'on s'est posées aussi. Alors qui dit déclencher une phase communale d'urgence dit rapatrier tout le monde ici autour de cette même table, c'est-à-dire l'agent Planu, c'est-à-dire les services de secours, la police, la santé, les services du gouverneur et éventuellement, et donc c'est ramener ici toute une série de personnes, alors qu'in fine, on a quand même très peu d'infos, il n'y a pas un coup de feu qui a été tiré, il y a quelqu'un qui a été vu entrer militaire avec une arme dont au moment où on prend la décision, on ne sait pas si elle est factice ou pas. Et donc pour moi, déclencher une phase communale, c'est lorsqu'il y a plusieurs disciplines qui sont en jeu et pas uniquement la police comme c'était le cas à ce moment-là. Et autre question, qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont dans les bistrots, dans les restaurants? Est-ce qu'on les laisse sortir? Oui, non. Est-ce qu'ils sortent tous en même temps? Est-ce qu'on fait zone par zone? Est-ce qu'on les fait escorter par la police? Laissons les élèves sortir du conservatoire. On nous téléphone, la directrice. Oui, monsieur le bourgmestre, j'ai autant d'élèves qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils sortent? Est-ce qu'ils ne sortent pas? Le parc Saint-Roch. Y a-t-il des activités au centre culturel, au l'Omnisport? Si oui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les arrête? Est-ce qu'on cadenasse les gens dedans? Et puis surtout, la question qui était la plus compliquée, c'est et le lendemain? Qu'est-ce qu'on fait le lendemain matin? Est-ce que le lendemain matin, on ferme toutes les écoles? Est-ce que le lendemain matin, on interdit aux bus de pénétrer dans Ciney? Est-ce que le lendemain matin, on continue à bloquer les trains? Et donc ça, c'est quand même des questions qui, quand vous allez coucher, je vous jure, vous trottent dans un coin de la tête et vous dictent, vous incitent à penser que le lendemain ne sera pas une journée facile. Le suspect est-il toujours à Ciney? Oui, non, on ne le sait même pas. Il aurait peut-être eu
quitter la frontière? Va-t-il revenir? Si oui, quand? Qu'est-ce qu'on fait des parents qui le lendemain matin ne savent pas garder leurs enfants? Est-ce qu'on fait quand même une garderie extraordinaire à l'extérieur de Ciney? Donc il y a toute une série de questions vraiment compliquées à répondre. Et puis dans cette nuit agitée, qu'est-ce qu'on fait de BeAlert ou de alerte SMS? Et donc voilà, j'entends que vous sembleriez dire que vous l'auriez peut-être fait. J'accepte, c'était sûrement une bonne décision. Moi j'en ai pris une autre, c'est celle de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'éviter, voilà la réponse, j'avais envie d'éviter de créer un mouvement de panique. Et donc à un moment donné, quand des gens sont chez eux, le mari, il reçoit le SMS, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va venir rechercher sa femme? Ou est-ce qu'il est peut-être content qu'elle soit bloquée au bistrot? Est-ce qu'il va venir rechercher ses enfants? Est-ce qu'on ne va pas ramener des gens? Est-ce qu'on ne va pas créer l'effet inverse, c'est-à-dire faire venir des gens dans le ciné alors qu'on fait tout pour ne pas qu'ils viennent? Voilà. Est-ce qu'on ne va pas éviter de réveiller des gens qui dorment? Il y a des gens qui dorment avec leur GSM près d'eux, il y a des personnes âgées qui dorment, elles n'en sauront jamais rien, elles sauront le lendemain que tout s'est bien passé. Est-ce qu'au moment, à 22h, 23h, il faut qu'on réveille des personnes âgées? Moi j'ai estimé que non, je vois que vous esquivez un sourire. Voilà. Le suspect est-il sur BeAlert? Est-ce qu'on ne va pas envoyer un SMS au suspect, dont on ne sait pas qui c'est? Probablement. Après, on a compris que c'était factice, mais au moment même, on ne le sait pas. Et donc voilà, dans ce cas, alerte SMS était mieux que BeAlert, parce qu'alors on aurait touché, comme je le disais tout à l'heure, un périmètre bien prédéfini, bien défini. Malheureusement, il fallait déclencher la phase communale, et ça, j'étais pas prêt à le faire. Donc voilà, la réponse, je vous laisse répondre, et je terminerai en disant que choisir, c'est renoncer, et que cette nuit-là, j'ai choisi plusieurs fois. Mais bien sûr, je comprends toutes les difficultés qu'on peut présenter dans cette situation. Maintenant, j'entends, on a décidé de ne pas générer BeAlert, ou bien vous aurez... oui, ben vous, je dis vous, enfin tu as décidé alors de ne pas générer BeAlert ou alerte SMS pour ne pas créer un mouvement de panique. Mais est-ce que mettre des messages sur Facebook, ça n'a pas le même effet de panique? Voilà ma question à votre réponse. Ensuite, toutes ces personnes qui se sont inscrites sur BeAlert, quand, et c'était ma seconde question, quand, dans quelles circonstances pensez-vous qu'elles seront alors prévenues, si elles ne le sont pas dans ce cas-ci, où on a quand même fait appel à des unités spéciales, au GIS? Comment imaginez-vous déclencher ce BeAlert ou ce alerte SMS? Avez-vous déjà une idée de quand, clairement dans votre tête? Non, et j'espère ne jamais devoir l'utiliser. Alors peut-être que demain il y aura un feu dans une entreprise avec des fumées toxiques et qu'on enverra à tout le monde dans un périmètre de 2 km, fermez vos fenêtres. Peut-être que demain il y aura je sais pas moi, des inondations, des choses ainsi. Donc je ne sais pas prévoir l'imprévisible. Voilà, moi j'espère jamais le faire. Je vous dis, j'ai pris une décision, j'ai pris celle-là, je l'assume. Elle n'était pas mauvaise. La vôtre n'aurait pas été mauvaise non plus. Voilà, il fallait faire un choix et voilà, j'ai fait celui-là, je l'assume, mais je n'ai pas de réponse à vous donner. Je ne vais pas revenir en arrière, je ne saurais pas revenir il y a un mois et changer une décision que j'ai prise. Donc, oui. J'entends que tu n'as pas la réponse à ta question, mais je ne saurais pas la donner. Non, je suis embêtée pour toutes ces personnes qui sont venues nous trouver en disant, ben voilà, moi je suis inscrite sur BeAlert, pourquoi est-ce que je n'ai pas reçu de message? Je ne suis pas membre de Facebook et... Tu leur envoies mon PowerPoint et ils seront convaincus. Pas sûr. Ça va? Donc voilà, un grand merci à tous et à toutes. Merci à la presse. Merci aux gens qui nous ont suivis. Merci à ceux qui ont tenu bon durant les 2 rounds de vote. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée.